Première phase importante, stratégique en tout cas, et ils n'ont pas attendu longtemps après le go de Washington pour pouvoir utiliser cette arme, semble-t-il, assez efficace. Oui, dans la région de Belgorod, ça s'est passé samedi, des HIMARS auraient lancé des roquettes sur cette région et ville de 380 000 habitants située à 30 km au nord de la frontière. Voilà ce que dit le journaliste de Forbes qui nous révèle cette information dès ce week-end. Des douzaines de roquettes de 300 kg chacune pouvant atteindre une distance de 90 km avec 23 kg d'explosifs, précise donc ce journaliste de Forbes. La défense aérienne russe s'est activée. 14 roquettes ont été abattues selon des médias d'État russes, l'agence TASS en l'occurrence, et des fragments ont été retrouvés sur le sol, des fragments qui se sont retrouvés sur les chaînes Telegram de certains 1000 blogueurs russes, et l'un d'entre eux a donné une interview à la chaîne Rochia 24. Je vous propose de l'écouter. Au cours des dernières actions menées par nos troupes pour repousser les frappes aériennes de l'ennemi, il est apparu que la formation du régime de Kiev a commencé à mener des frappes sur le territoire de la région de Belgorod, à l'aide d'obus tirés par le lance-roquettes multiple HIMARS de fabrication américaine. Nous avons la preuve que l'une des frappes a été menée à l'aide de ces mêmes obus et de ces mêmes systèmes. Nos unités de défense aérienne ont repoussé avec succès les attaques de l'ennemi. Voilà, pas d'informations sur les dégâts provoqués par ces roquettes et encore moins si elles ont fait des dégâts sur des cibles militaires qui sont, vous le savez, les seules cibles autorisées selon les nouvelles règles américaines édictées en fin de semaine. À noter que ce 1000 blogueurs précise que ces équipements américains de haute précision sont utilisés par des experts militaires américains. Ce n'est pas le régime de Kiev, dit-il, c'est la participation directe du Pentagone à nos affaires. Un argument qui sera sans doute repris prochainement également. Sur le sol, bien évidemment, ces experts, on est d'accord. Tout à fait, oui. Évidemment. Objectif pour les Ukrainiens, perturber la logistique russe. C'est ça, Sylvia ? Oui, puisque quand on regarde effectivement cette région de Belgorod et les villes environnantes, elles constituent une base pour les opérations du groupement nord de l'armée russe. Et c'est depuis ces bases sur cette carte que Moscou attaque les villes frontalières ukrainiennes depuis le 10 mai. Depuis le 10 mai, on assiste à 3 semaines de combats acharnés, toute une série de villages pris, des dizaines de milliers de civils déplacés, des victimes. Selon le centre ukrainien pour les stratégies de défense, les Russes seraient d'ailleurs en train de se regrouper en vue d'un nouvel assaut. Voilà ce que dit ce centre. Les mouvements de troupes dans les villes de Grevoron, Borisovka et Proletarsky, à quelques kilomètres à l'ouest de Belgorod, indiquent peut-être la formation d'un groupe d'attaque dans l'oblast de Belgorod. Frapper cette région contribue donc à perturber en amont ce groupement, peut-être empêcher ce nouvel assaut et ne pas avoir à affronter les Russes dans des combats de rue comme à Vovchansk. Ce que nous apprend également Forbes, c'est que Belgorod est devenu un centre névralgique au fur et à mesure que la bataille s'est intensifiée. Le nombre des victimes russes dans les hôpitaux de la région est tel que le système de santé local est dans un état d'effondrement. Voilà ce que dit ce centre. Et Kiev, justement, a affirmé ce week-end que 38 940 soldats ont été blessés ou tués pour le seul mois de mai, ce qui constitue un record mensuel depuis le début de la guerre. Des bilans qui ne sont évidemment pas vérifiables. Merci beaucoup, Sylvia. Hélène Blanc, tout à l'heure, vous nous disiez que Poutine est quelqu'un qui ne négocie pas, qui ne joue que par la force. Est-ce à dire alors, si ces bases sont frappées par des missiles livrés par les alliés de l'Ukraine, il pourrait comprendre ou non? Ce sera pour lui l'occasion d'une surenchère? J'ai peur que non. J'ai peur qu'il ne comprendra pas parce qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. Son objectif, c'est toujours d'aller jusqu'à Kiev et de remplacer Zelensky par une potiche qui serait aux ordres du Kremlin. Mais là, il aurait gagné la guerre. Mais si jamais les alliés de l'Ukraine lui envoient régulièrement sur ses bases stratégiques, sur ses jolis avions, pourquoi pas d'ailleurs sur ses bateaux ou sur ses sous-marins, quelques missiles bien sentis, est-ce qu'il comprendra ou pas? Non, toujours pas? Parce que là, on sera dans un rapport de force quand même. Absolument, mais je veux dire, il faut absolument faire un rapport de force avec lui, parce qu'il ne comprend rien d'autre que la force. D'ailleurs, il a toujours imposé ses volontés par la force au mépris du droit. Ça, tout le monde le sait. Donc, le problème, c'est que, en fait, je pense que malheureusement, tous les morts russes ne lui font ni chaud ni froid et qu'il continuera à s'obstiner parce qu'il estime qu'il n'a pas encore rempli les objectifs qui s'étaient fixés. Alors...
Donc, première remarque, on dit tout à l'heure je disais tout à l'heure que les Russes ne sont pas forcément des trucs intelligents, contrairement à ce qu'on a toujours tendance à penser. Le fait d'attaquer, de bombarder Kharkiv s'avère très clairement maintenant une énorme erreur, en plus d'être quelque chose d'inhumain et en dehors du droit et de crimes de guerre. Ça s'est révélé une erreur stratégique dans la mesure où ça a servi de prétexte. Ça a tout déclenché, ça a servi de prétexte à un élargissement des règles d'engagement et finalement ça s'est avéré très contre-productif pour la Russie. Il semblait, colonel, que c'était une idée de Vladimir Poutine. Il ne fait pas que des trucs non, j'ai pas dit ça. Non, mais intelligents. Non, mais c'est peut-être ça. C'est souvent d'ailleurs l'inverse. C'est souvent quand des dictateurs ou des chefs d'État vous poussent l'armée à faire des choses pas très intelligentes, mais symboliques. Les systèmes qui sont très centralisés font plus de conneries que les autres. C'est bien de confier la guerre aux militaires, à ceux qui savent la faire. Oui. Parfois, oui. Effectivement, parfois c'est pas mal. Oui. C'est un truc sérieux, effectivement. Mais ensuite, sur cette affaire, alors oui, effectivement, il y a une première étape, ce qu'on appelle la contre-batterie, c'est jusqu'à 50 km. C'est ce que se permettent de faire les HIMARS. Je rappelle qu'un HIMARS, c'est à 80 km. Il envoie sa roquette dans un rayon de 5 mètres. Donc c'est ultra précis. Et ça permet effectivement au moins de dégager les menaces premières qui sont tout ce qui est à l'intérieur de 50 km de la frontière. Les batteries de S-300, on parlait des avions. Qui frappe Kharkiv, qui frappe directement civils à Kharkiv, le S-300. Puis ensuite, il y a tout ce qui est au-delà de 50, en gros de 50 jusqu'à 300 km. C'est ce qu'on appelle des frappes dans la profondeur, des frappes d'interdiction. Où là, vous tapez des objectifs qui sont fixes, généralement, parce qu'il faut des délais pour arriver sur l'objectif, des infrastructures, enfin, éventuellement des infrastructures, mais des dépôts, beaucoup de logistique, des postes de commandement, etc. C'est pas décisif en soi, mais ça contribue, en tout cas, à ralentir, à freiner, à pénaliser complètement les opérations militaires russes. Leur offensive, elle se déroule moins bien. Est-ce qu'on va pouvoir empêcher ce deuxième assaut en frappant continuellement sur des HIMARS? D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de détails sur les cibles visées. Peut-être à condition d'avoir la masse critique quand même de puissance de feu. C'est, là aussi, on parle du principe, mais si vous pouvez utiliser que 2-3 scalps dans la zone, ou ça résume à quelques dizaines d'engins, c'est pas suffisant. Si vous avez des centaines de projectiles qui vont sur l'arrière du front russe, oui, là, effectivement, ça peut être extrêmement pénalisant. Donc, je pense pas qu'on en soit là. Il faut combiner un peu toutes les solutions. Là, par exemple, les Ukrainiens viennent de frapper un convoi de 14 camions. Au moins 8 auraient été détruits au niveau de la frontière, à 3 km de la frontière, avec des drones SPV. Des camions qui transportaient de l'armement ou... Mais on ne sait pas, de l'armement ou des soldats. C'était à peu près à la hauteur de Soumy, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pas encore l'offensive sur Soumy, mais une préparation, des soldats qui circulent à 3 km de la frontière. 8 camions sur 14, à minima, ont été éliminés. Et ça, c'était avec du matériel ukrainien et du matériel relativement peu coûteux, facile à manipuler pour eux. C'est pas les HIMARS ou les scalps. De l'artillerie, il suffit. Les canons César peuvent tirer à 40 km, ils peuvent tirer au-delà de la frontière. On appelle ça de faire de la contre-préparation. En tout cas, là, ils ont utilisé leur drone FPV. À vous écouter, ce matériel a toutes les chances quand même de faire réfléchir l'état-major russe sur les futures offensives. S'ils sont obligés de reculer les avions, notamment, ça peut effectivement changer les choses. S'ils sont obligés de reculer... ils ont 50 à 100 km d'écart, ça commence à faire. Si ils sont obligés de reculer les dépôts d'artillerie, par exemple, dépôts, oui. Et si à chaque fois, ça ralentit la logistique, vous avez moins d'obus qui arrivent au front, tout le débit se réduit et ça pénalise énormément les opérations.